qu'il y aura des hommes. L'homme qui est assis en face de moi est avocat, mais il est aussi auteur et ancien handballeur professionnel. Il a grandi entre une culture catholique et une culture musulmane, entre deux univers, deux héritages, deux voix intérieures qu'il a appris à faire dialoguer, comme quoi c'est possible. L'homme qui est assis en face de moi est une écoute, une parole, une présence, et il a choisi la nuance comme refuge dans un monde qu'il oublie trop souvent. Alors il est là, tout à fait à l'heure, carrure sportive, clairement, regard franc, sourire doux, chaussures à lacets bout fleuri, on adore, costume bleu marine, fine rayure tennis, il sait qu'en venant ici, ça va être sport, très élégant, pas de faute de goût. Nous avons 1 heure devant nous pour remonter le fil de son parcours, 1 heure pour parler de ses engagements et de ses convictions, de ses émotions et de ce qu'il reste de l'enfant qu'il était. Bonjour, Green Lareche, et bienvenue dans Tant qu'il y aura des hommes. Merci, bonjour Julia. Comment allez-vous ? Très bien. Vous acceptez que je vous appelle que par votre prénom ? Ah oui, surtout. Super. Dites-moi Green, qu'est-ce qui vous a réjoui ces derniers jours, si vous avez trouvé de quoi vous réjouir ? Des motifs plutôt personnels que l'actualité politique, bien évidemment. Je pense le sourire de mon petit dernier, quand je l'ai emmené au hand, le match de foot de mon grand et probablement le dîner avec ma fille. D'accord, donc vous en fait, votre joie ne passe que par vos enfants ? Exclusivement pour le moment, parce que c'est vrai que des motifs de satisfaction, quand on voit l'actualité, c'est un peu plus délicat. Mais votre métier ne vous apporte pas de satisfaction ? Le métier, c'est un plaisir. D'ailleurs, c'est pas un métier. En réalité, c'est un sacerdoce. Quand on est avocat d'affaires, on ne s'arrête pas à 19h ou à 20h. Donc, c'est un plaisir un peu continu. Donc, les pics de plaisir, on a beaucoup plus de mal à les identifier. On est joyeux par construction. Sinon, il faut changer de métier. Mais vous êtes aussi joyeux quand vous remportez quelque chose ou quand vous réussissez un deal, j'imagine, non ? Alors, quand vous closez. Ça va vous paraître un peu, iconoclaste, mais je crois que c'est juste normal de bien faire son travail. Donc c'est juste normal pour moi remporter par exemple un succès ou remporter un dossier, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste un travail bien fait. Je dis souvent les victoires sont la conséquence de travaux bien menés. Quand on n'a pas le résultat escompté, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est aussi simple que ça. Parfois il y a des facteurs aléatoires, mais globalement c'est toujours la même façon de procéder. Il y a des signes avant-coureurs quand vous échouez, il y a des signes avant-coureurs quand vous réussissez. Quand vous me dites ça, vous le pensez sincèrement ? C'est pas une réponse de Miss France ? Non. C'est vrai ? Non, d'ailleurs, je connais pas, j'ai jamais regardé le questionnaire de Miss France, mais j'aurais bien aimé. Ça parle assez peu de droit des affaires, mais, c'est vrai. Mais vous voyez ce que j'entends par là, c'est-à-dire bien. le côté si j'ai raté, c'est que j'ai mal travaillé, etc. Non, il peut y avoir des aléas, il peut y avoir un peu de malchance, mais pour réduire la malchance, je connais qu'un seul mot, travail. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes proches. Tu veux réussir ? Ok. Montre que tu veux réussir. Qu'est-ce que tu es prêt à donner plus que les autres ? Soit, en anglais, on dit steady, soit constant. Mais ce que tu as, tout ce que tu as. Et si tu échoues, c'est pas grave parce qu'en fait, tu te reprocheras rien. Tu te diras, écoute, j'ai fait le maximum, c'était pas fait pour moi. Et ça vaut aussi dans la vie privée ? Ça vaut aussi pour la vie privée, je pense. Ouais. Il faut essayer de faire le maximum de ce qu'on peut. Quand on peut plus, on peut plus. Il n'y a pas de regrets à avoir, on a fait le maximum. En revanche, on peut avoir des regrets si on pense que si on avait fait le maximum et qu'on l'a pas fait, ça n'a pas réussi. Comment on sait qu'on a donné le maximum ? On le sait quand on est vide, quand on n'a plus de souffle, on n'a plus cette énergie, ce feu intérieur. On sait qu'on est aspiré. Mais ça vaut pour la vie professionnelle comme la vie personnelle. Est-ce que parfois, c'était pas du tout le début de cette interview normalement, mais puisqu'on s'est engouffré là-dedans et que j'écoute les réponses de mes invités, eh bien allons-y gaiement. Est-ce que parfois, on peut se dire qu'on n'a juste pas envie ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir envie, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, et de préférer aller, je caricature un peu, mais boire des coups plutôt que de bosser ce dossier ? Et je suis d'accord. Enfin, on appelle ça, les jeunes diraient flemme. Vous savez, c'est l'expression flemme. Ah non, flemme, j'ai pas envie. Par exemple, on a un super challenge professionnel, mais on se dit finalement, c'est déjà pas si mal ce que j'ai, et flemme. Alors pour ce qui me concerne, c'est non. C'est non parce que je pense que c'est lié probablement à mon éducation. Tout petit, on nous a appris, on nous a éduqués, je parle de mes parents, à essayer de toujours faire le mieux. Et donc, il faut combattre ce sentiment de dire... Mais donc vous ne l'avez pas, ce sentiment de flemme ? Non. Ça ne vous arrive pas de vous dire... Non. Par exemple, vous n'êtes pas non plus... mince, le mot vient de m'échapper. Procrastineur ? Non. Jamais ? Non. Vous ne remettez jamais à demain ? Non, je traite. Je traite, je dis oui ou je dis non, mais je traite. Je peux prendre le délai nécessaire quand il y a une grande décision à prendre pour avoir un peu de recul et pas... Mais vous dites que vous êtes en train de le traiter quand même. Mais je le traite quand même. C'est-à-dire que vous allez dire aux gens, je prends le délai nécessaire, mais je suis sur le coup. En fait, je dis pas aux gens que je prends le délai nécessaire, je m'arrange pour prendre le délai qui me convient, moi, avec ma petite lumière intérieure. Et pour prendre une bonne décision, il y a 2 choses. C'est, faut sentir, faut avoir une idée. Faut vraiment avoir une idée. Et après, il faut rationaliser cette idée. Parce que combattre
En fait, être juste dans le sentiment ou dans le ressenti, parfois peut faire des erreurs. Rationaliser les choses. Si en plus vous avez bien senti le truc, vous limitez les zones d'échec. Vous n'avez jamais rien mis sous le tapis ? Non. Jamais ? Non. Dans aucun domaine ? Non. Donc il n'y a jamais rien que vous ayez commencé et que vous n'ayez pas terminé ? Non. J'ai loupé, j'ai échoué, beaucoup. Mais... Beaucoup vraiment ? Oui, beaucoup. Une carrière, c'est pas linéaire. Puis, vous allez dans n'importe quel pays, il n'y a pas de fatalité à l'échec. La seule fatalité, c'est la finitude de notre existence. Mais le reste, c'est par construction, il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux. Et puis il y a des choses pour lesquelles on n'est pas doué. Il y en a un paquet pour lesquels, en l'occurrence, je suis pas doué. Quoi, par exemple ? Je sais pas chanter. Montrez ? Ah là 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 là. Non, ça c'était pas non. Non, mais c'est vrai. Prenons une chanson. Non, mais Green, je ne connais pas. Pardon. Les auditeurs ont le droit à une vérité. Je suis désolée. Non, on va pas mettre ça sous le tapis. Non, vous dites vous savez pas chanter, on va le prouver. Je ne sais pas chanter. Qu'est-ce Attendez, que je n'ai par exemple, j'avais quand même des notes négatives au solfège. C'est vrai que là-dessus, très le solfège, c'est facile d'avoir des notes négatives. Moi-même qui sais chanter. Je sais absolument pas chanter. Je ne connais même pas les paroles d'une chanson. Donc j'aurais bien aimé vous faire plaisir, mais sur ce coup-là, j'ai pas matière. C'est marrant, on va pouvoir dire qu'une fois dans sa vie, Green Lareche s'est défaussé. Et c'était au micro de Julia Molcou, c'était lors de Tant qu'il y aura des hommes, qui est quand même cette émission qui est Croyez-moi, c'est un repli stratégique. Il vaut mieux pour les oreilles des auditeurs. Moi, je crois pas. Là, je crois qu'ils trouvent que notre combat... Je crois qu'ils n'ont jamais eu un démarrage d'émission à ce point-là sur les chapeaux de roue. Vous avez commencé avec un truc très gentil sur vos enfants qui vous donnent le sourire. On ne sait pas comment on s'est engouffré dans une brèche. Et là, on a pris une cadence. Les gens qui nous écoutent d'habitude à 1.5 de vitesse, ils ont été obligés de se remettre à 0.5 tellement ça va vite là. On va essayer de redresser le tir en étant beaucoup plus calme et de parler de Mais de toute façon, on va être très calme et on va reprendre tout depuis le début. Mais bien sûr. Non, mais en même temps, c'est intéressant. Je crois que vous êtes la première personne que je connaisse dans ma vie entière qui n'ait jamais rien mis sous le tapis, qui n'ait jamais remis à deux mains ce qu'elle pouvait faire aujourd'hui. Et c'est incroyable. Vous êtes un modèle pour moi d'abord. Dites donc, Green, pourquoi vous avez accepté mon invitation à venir en Tant qu'il y aura des hommes ? Parce que j'ai regardé un peu, au début j'ai regardé et je me suis dit que c'était intéressant. Et c'était intéressant parce que, en fait, il y a une hétérogénéité des personnages qui sont auditionnés, audités, auscultés. Je peux continuer. Hein. Auditionnés, vous allez un peu fort, on n'est pas chez le juge. Non, mais je trouve qu'il y a à la fois un questionnement qui est doux, mais qui est à la fois taf. Taf ou tough ? Les deux. Ok. Taf et tough. Ok. Les gens apprécieront. Et c'est un exercice qui est... je pense qu'on sort de là en se disant... on a donné quelque chose. En fait, la bonne interview, je pense, c'est quand on donne quelque chose aux autres. Et donc, je trouvais ça sympa. Voilà. Ok. Et c'est un exercice facile pour vous de vous raconter un micro comme ça ? Non. Vous avez peur de quoi, là ? Moi, peur, non, parce que j'ai pas peur. Mais quand je dis j'ai pas peur, j'ai pas de crainte particulière. Mais c'est pas un exercice dans lequel je suis... je suis pas familier, je suis pas un homme des médias, je suis plutôt quelqu'un de discret. Je parle dans la vie publique, dans la vie sociale, et c'est normal compte tenu de mon travail. En revanche, je crois que ça peut être intéressant pour si vous avez, par exemple, je sais pas si on appelle ça d'ailleurs des auditeurs, mais des auditeurs qui écoutent pour des plus jeunes, pour les parcours. Voilà, pour dire qu'avec, au départ, en tout cas un nombre de qualités somme toute très limité, on peut arriver à faire des choses, y compris déjà, en France. Pas de fausse modestie ici, vous le savez, vous serez retoqué à chaque fois, maître. C'est pas une question de vous avez envie d'être un modèle ? Si je peux aider, oui, mais la notion de modèle, j'essaie déjà d'être bien avec moi-même, c'est déjà bien, de bien me comporter, d'avoir un bon comportement, c'est extrêmement important. Et après, le reste, si ça peut aider des jeunes, bah oui, je serais content. Ouais. Mais le terme modèle, c'est quand même assez fort. Voilà. C'est peut-être un peu trop fort. Avant de parler de votre parcours et de votre carrière, j'aimerais connaître votre définition de ce que c'est que d'être un homme, Green Lareche. Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que un homme comme ça, pour moi, c'est d'abord une sensibilité, une grande force de conviction et du courage. Ok, vous pouvez me développer un tout petit peu ça ou on est vraiment compté par les mots ? Alors, généralement, quand je ne veux pas trop rentrer dans le détail, je réduis mes phrases, sujet, verbe, complément d'objet direct. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, sensibilité, je pense que, contrairement à une idée reçue, c'est l'homme fort est un homme qui sait gérer ses émotions, y compris les plus difficiles. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de sensibilité. Homme de conviction, je trouve qu'on a une philosophie, de manière générale, du relativisme. Surtout aujourd'hui. Tout est relatif. Avec l'argent, avec la consommation, avec les principes. Je pense qu'il faut en avoir des principes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être prisonnier de ces principes, mais il faut avoir comme des boussoles. Et après, le courage, c'est le courage parfois de déplaire, c'est le courage de pas être aimé.
On a tous envie d'être aimé. Je pense que quand on est petit, on a tous envie d'être aimé. Quand on est grand, voilà. Et il faut être capable d'avoir des prises de position peut-être un peu tranchées. Tout à l'heure, en préambule, vous avez parlé de nuances. Or, aujourd'hui, on est polarisé. Polarisé dans le débat public, polarisé même dans les discussions entre amis. Et on est sommé de choisir des camps. Alors qu'en fait, parfois, la vérité, elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est probablement grise, elle est entre les deux. Ça, c'est avoir du courage que d'être un homme nuancé? Oui. C'est plus difficile d'être nuancé que d'être manichéen. Beaucoup plus difficile. Qui sont les hommes qui vous ont servi de modèle, qui vous ont donné envie d'être un homme nuancé, par exemple? Alors, ça va faire scandale, c'est bien. Comme ça, on est vraiment en plein dedans. Je suis fan de Churchill, Winston. Alors, pourquoi ça ferait scandale? Parce que selon l'historiographie, vous avez l'historiographie dorée de Churchill, c'est celui qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et qui buvait 2 bouteilles de champagne au déjeuner. Moi, c'est pour ça que je l'aime. C'est vraiment pour ces deux points-là. Mais vous avez d'autres, dans l'histoire, il y a la micro-histoire. Vous avez plusieurs thèses, par exemple sur la bataille de Dunkerque. Vous avez un courant, et notamment une historiographie d'extrême droite, qui considère que les Anglais ont abandonné les Français et que les Français auraient pu continuer l'allié. C'est un courant extrêmement minoritaire en termes d'historiographie, mais ça existe. Vous avez aussi le fait que vous avez l'épisode de Mers el-Kébir où il coule la flotte française vichiste qui devait normalement qui aurait dû se saborder pour pas tomber aux mains des Allemands. Et donc vous avez à la fois Churchill au niveau mondial qui est un ogre, un personnage historique, mais en même temps vous avez certains éléments de la légende noire. Vous avez aussi son échec qu'il a mis d'ailleurs à l'écart avant qu'il revienne, je dirais, aux commandes pendant la guerre de 14. Je crois que c'est une offensive pas loin de la Macédoine, ou à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était dans les Dardanelles, je pense, qui est un échec complet. Donc vous avez, il y a du pour et il y a du contre. Voilà. Enfin, le contre dont vous me parlez, c'est un contre qui ne concerne que l'extrême droite française, donc apparemment. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, bon, donc a priori, c'est pas exactement mon cœur de cible. Oui, j'entends bien. Et je suis pas certaine qu'ils, je pense qu'ils vont vous laisser tranquille. D'accord. Donc Churchill, lui, vous a donné envie, le goût de la nuance. Oh là, c'est pas facile. Le goût de la nuance, le goût du discours, le goût des mots. Alors le goût du discours, des mots, je vois bien. La nuance, où est-elle chez Churchill? À quel moment est-ce qu'on peut dire de Churchill, tiens, c'est un homme nuancé? Justement, c'est parce qu'il a pas de nuance qu'il est intéressant. C'est justement le contre-pied de ça. S'il était simplement nuancé. Et on voit bien que ces excès sont à la fois hyper adaptés à une situation de crise, alors qu'en temps normal, quand la Seconde Guerre mondiale est finie, il est balayé par un gouvernement travailliste. Je crois que c'est Attlee, de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises. Il faudra qu'on vérifie nos classiques. Si c'est faux, on corrigera. Et on voit bien qu'il n'est pas adapté à une situation où, après la tempête, après le choc, il faut justement gérer le quotidien, gérer un pays. Le second personnage qui fait, pour le coup, peut-être plus polémique, c'est le général de Gaulle. Alors, attendez, le général de Gaulle, ok, donc il fait polémique, pourquoi? Pour la guerre d'Algérie? Ah, bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc, c'est plus un héros français parce que la guerre d'Algérie? Non, en fait, vous avez d'abord le premier acte de Gaulle, c'est 1940, c'est l'appel du 18 juin, c'est l'homme fort de la résistance, c'est la rédemption de la France, c'est grâce à lui à la fin de 45 le siège, on en a encore, c'est le siège au Conseil de sécurité, plus après l'arme atomique qu'il a développée, la modernisation de la France post-1958. Mais entre-temps, entre 58 et 62. Il est ramené au pouvoir par une minorité. Cette minorité est composée de pieds noirs et qui pense qu'il va garder l'Algérie dans le giron français. Il a très bien compris très vite qu'il y avait un mouvement de décolonisation extrêmement important et qu'il fallait donner l'indépendance à l'Algérie. Mais pour faire ça, il voulait négocier en bonne position. Et donc, il a facilité, ou en tout cas poursuivi, les opérations militaires avec une grande violence, une très grande violence. Donc, c'est toujours délicat, quand on est un garçon comme moi, d'apprécier toutes les qualités. Et pourtant, c'est vous qui le citez. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'on est venu pour parler de vous et on parle de Churchill et de De Gaulle. Ah ouais, mais j'aime bien parler des autres. Mais je vous ai demandé qui étaient les hommes qui vous avaient donné ce goût de la nuance et vous me citez 2 hommes pour qui la nuance n'est pas exactement un compromis. C'est-à-dire que Churchill n'était pas foncièrement un homme de nuance et De Gaulle n'est pas un homme de nuance. Ce sont des hommes de conviction, ce sont des hommes de courage, ce sont des hommes qui ont fait des erreurs, ce sont des hommes à qui on peut reprocher énormément de choses, certes, mais à qui on en doit aussi beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes capable de m'expliquer qui sont les gens qui vous ont donné envie d'avoir ce goût de la nuance? Mon père. Voilà, on y vient. Très bien. C'est tout? Ouais. On va en reparler de toute façon de votre père. D'ailleurs, on va en reparler tout de suite. Parce que vous savez, je pense que pour bien connaître quelqu'un, il faut reprendre l'histoire depuis le début.
Alors, vous êtes né où et vous avez grandi où? Alors moi, je suis né à Blanc-Ménil, j'ai grandi à Livry-Gargan. Ça, c'est en banlieue parisienne? Oui, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. On a eu un petit épisode, mais alors très petit, où j'ai vécu en Algérie, de 4 ans à 5 ans, à l'école française. C'était sympa, c'était à l'époque où l'Algérie était plutôt un gouvernement laïque, on peut le dire comme ça. Et non, c'était une bonne époque. Voilà. Vous êtes né dans quel milieu social? Je dirais CSP égal. Non, mais c'est-à-dire fort capital culturel, comme dirait Bourdieu, avec des moyens corrects. Qui sont vos parents? Alors, mon papa était pharmacien assistant et ma maman agent de voyage. Ils sont toujours vivants? Ouais, ouais, bien sûr, heureusement. D'accord. Quels parents ont-ils été avec vous? Des très bons parents, très attentionnés sur l'éducation, à cheval sur les règles, la politesse, la ponctualité par exemple, la courtoisie. C'est vrai que c'est très appréciable, ça, on pourrait les remercier. La courtoisie. C'est des parents nuancés? Ouais, très. Très. Quel petit garçon vous étiez, vous? Sage, mais dynamique. Ça se sent. C'est marrant, ça se sent, ce dynamisme. Qu'est-ce que vous avez gardé de leur éducation, à part la ponctualité? Je dirais le goût de la politesse. Essayer de... C'est un goût, la politesse? Ouais, c'est une façon de vivre même. D'accord. Ouais, c'est une vraie façon de vivre. Je pense que on manque de courtoisie aujourd'hui. D'ailleurs, même dans le rapport homme-femme, on manque de courtoisie. Vous trouvez? Ouais, je trouve. Ouais. Par exemple, ouvrir la porte à une jeune femme, c'est pas être un goujat, c'est juste savoir vivre. Dire bonjour madame, et non pas bonjour, je dis souvent à mes enfants, c'est quelque chose d'important. Regarder les gens dans les yeux quand on parle avec eux, c'est pas. Alors ça dépend des cultures, mais en tout cas en France, c'est pas quelque chose qui est mal poli. Ouais. Donc une bonne éducation, je pense. Ok. Vous faites partie d'une fratrie? J'ai une sœur. Vous êtes l'aîné ou le petit? Je suis l'aîné. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on reste toute sa vie un aîné? Oui. Il va falloir faire des réponses un petit peu plus longues, Green, pardon. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand on est l'aîné, on a un devoir. On est le premier. Et ça, c'est ma conception des choses. On doit montrer l'exemple. On doit aussi entraîner. On doit aider. Aider qui? Ses parents? Alors, aider ses parents, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel à aider des parents. C'est le contraire. Moi, je suis très choqué, par exemple, sur le développement de la vieillesse, qu'on mette les parents dans des établissements spécialisés. Sauf quand ils sont très malades, il y a des difficultés matérielles. Mais tant qu'on peut, on doit essayer de les conserver. Moi, j'ai été marqué par une phrase de mon père. J'étais petit. Hein. J'avais 6-7 ans. J'avais eu un petit accident. Il m'a dit un jour, c'est toi qui t'occuperas de moi. Bon, écoutez... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense qu'il faut s'occuper de nos aînés. Vous seriez capable de prendre vos parents à demeure? Oui. Alors c'est facile pour moi de dire ça maintenant. Parce que vous en avez les moyens? Maintenant, oui. Alors quand tu es tout seul et que tu vis dans un studio, dire que tu vas t'occuper de tes parents, c'est plus compliqué. Mais oui sur le principe et oui dans les faits. D'ailleurs, ma grand-mère qui a 102 ans vit chez mes parents. Depuis combien de temps? Depuis le décès de mon grand-père, ça doit être depuis quasiment une dizaine d'années. Ah ouais. C'est la mère de votre mère ou la mère de votre père? C'est la mère de ma mère. Votre mère est catholique, c'est ça? Absolument. Et votre père est musulman? Absolument. Vous avez donc grandi dans cette double culture, c'est ce que je disais en ouverture de cet épisode. Comment cette mixité, déjà, a-t-elle fait feu de tout bois pour vous avoir... Comment s'appelle votre sœur? Lila. Lila, pour vous avoir Lila et vous. Oui. En fait, c'est un dialogue interconfessionnel qui est constant et qui repose sur un pacte. Ils se sont connus comment, vos parents? Dans le quartier latin, post-indépendance. Je raconte toujours cette histoire qui me fait souvent sourire. Maman ne sortait absolument pas. Elle était avec une de ses meilleures amies. Et puis mon père, lui, était plutôt... les Oranais, vous savez, sortent. Et puis ma mère était avec sa menthe à l'eau. Et mon père, lui, je pense qu'il avait une autre boisson. Et il l'a abordé. Et puis ils se sont parlé comme ça. C'est évidemment... À l'époque, c'était il y a bien plus de 40 ans. Les choses se faisaient un peu, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones, et puis ils se sont revus 2 semaines, 3 semaines plus tard au même endroit, et puis voilà, ils ont commencé à se fréquenter. Ils se sont raconté quoi la première fois? La réplique est terrible. C'est Mademoiselle, est-ce que je peux vous offrir un verre? Non, monsieur, parce que demain je me lève tôt, je vais à la messe de 8h. Dixit, véridique. Et votre mère, elle est vraiment à la messe de 8h ou elle avait juste pas envie de parler avec votre père? Non, je pense qu'elle y est vraiment. À ma connaissance. Vous êtes né combien de temps après leur rencontre? Je dirais 4 ans.
D'accord. Ils avaient quel âge, vos parents, à ce moment-là ? À peu près entre 30 et 35 ans. Ok, d'accord, très bien. Comment cette mixité a-t-elle ensuite nourri l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui ? Vous avez été élevé comment ? Vous faisiez Noël, vous faisiez Ramadan, c'était quoi l'idée ? Ouais, non, c'est une très bonne question. Donc moi, j'ai été élevé majoritairement par la famille de maman, donc plutôt une éducation catholique, mais sans ignorer en fait tout le rythme musulman, l'Aïd, le Ramadan. Ça veut pas dire que je le faisais, mais je voyais mes tantes, je voyais mon grand-père, ma grand-mère paternelle. On avait un dialogue assez constant. Je pense que ça m'a vraiment apporté pas mal de choses en termes d'ouverture d'esprit. Ça m'a obligé aussi à un petit exercice intellectuel de va-et-vient. C'est-à-dire, j'ai essayé de le faire d'ailleurs dans le petit bouquin que j'avais fait à l'époque, de point de vue, de travail de point de vue. Je ne suis pas un théologien. J'ai eu le droit au catéchisme, donc je sais à peu près comment ça fonctionne. J'ai eu des discussions à intervalles réguliers avec des prêtres, notamment sur le mystère de la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est quand même un concept. C'est-à-dire, vous avez des conversations avec eux sur ce mystère. Vous allez toquer à leur porte et vous leur dites, pardon, c'est un truc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. C'est quoi cette histoire de Sainte Trinité ? Alors, non, je leur dis pas comme ça, mais si vous voulez, le pacte entre mes parents, ça a toujours été de laisser la place au dialogue. Donc, ils discutaient un peu des religions, des différences, des points communs aussi, d'un certain nombre de points communs, et de laisser les enfants, quand ils seraient suffisamment, conscients, choisir. Donc, chacun a fait son chemin spirituel. Et dans ce cadre-là, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est probablement que, avec mes parents, on a eu ce dialogue, mais il est encore permanent. Et donc, pourquoi j'ai eu des discussions avec des prêtres ? C'est parce que j'avais besoin de poser un certain nombre de questions. Je ne suis pas un homme de religion, je ne suis pas spécialisé en théologie, même si ça m'intéresse. J'ai lu un certain nombre de livres, ou en tout cas de commentaires sur la vie de saints, sur la vie du prophète. Vraiment, le sujet religieux, en tout cas la spiritualité, m'intéresse. D'ailleurs, plus que la religion, je parlerais de spiritualité, en réalité. Et vous avez aussi eu des conversations avec des imams ? Ou c'est uniquement avec des prêtres que vous avez eu ces conversations ? J'ai eu les deux. Okay. J'ai eu les deux. Et les rabbins ? Les rabbins, non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder parce que c'est dans mon projet. D'accord. Ça fait partie de mon projet. À quoi ressemblent les fêtes de famille chez vous, Green ? C'est œcuménique, c'est Benetton. Non, mais c'est vrai, c'est Benetton, on a tout. Enfin, on a vraiment, quand je dis tout autour de la table, on a vraiment des cultures très différentes, des horizons très différents. Ça peut parler plusieurs langues. Hein. Et ça ressemblait à quoi ? Qu'est-ce qu'on y mangeait ? Est-ce que votre mère cuisinait, par exemple, les deux cultures ? Non, alors c'était marrant parce que c'était un mix. C'était d'ailleurs mon grand-père Robert qui à l'époque faisait le plat avec la fameuse dinde, les plats, les endives au début, je me souviens. Il y avait des mets très différents. Et puis, par exemple, il y avait les sœurs de mon père qui ramenaient des plats plus typiques, type chachouka, vous savez, c'est des trucs avec des poivrons. Donc c'était assez varié. Votre père, lui, il venait d'Oran, c'est ça ? Absolument. Enfin, il vient d'Oran. Oui. Et votre mère, de quel coin de France ? Du Nord ? Vous parlez d'endives ? Alors, de Paris même. Et mon grand-père, donc Robert, venait de Toulouse. Ouais. Et ma grand-mère de Pologne, germano-polonaise, voilà. D'accord, ok, très bien. Marthe. C'est quoi votre Madeleine de Proust ? Quand on a grandi comme ça entre deux cultures, est-ce qu'il y a quand même un goût qui rappelle l'enfance ? Ouais. En fait, j'habitais en Seine-Saint-Denis, mais dans un double univers. C'est-à-dire qu'on habitait dans un petit logement qui était très bien pour l'époque. Mais quand une partie de ma famille est venue de Pologne, ils habitaient dans une grande maison qui était en face de ces petits logements. Alors, est-ce que c'est des logements sociaux ? On dirait peut-être, c'est pas des HLM, c'était des petits logements tout à fait corrects. Et j'avais deux grands-oncles, donc les frères de ma grand-mère, qui avaient traversé la guerre pas des camps, mais en tout cas dans des situations différentes. Un avait été fait prisonnier en 40, avait fait 5 ans de stalag, prisonnier de camp, pas les autres camps. Et l'autre avait été réformé, on pensait même en faire un séminariste, donc ça donnait des lieux à des débats entre les deux frères et sœurs, et il y avait des piles et des piles d'historia. Et je me souviens, donc la sœur aînée de ma grand-mère, à 7-8 ans, j'avais des piles d'historia et je mangeais des pépitos que je trempais dans mon thé, voilà, en lisant des historias. D'accord. Voilà. C'est ça ma Madeleine. Mais vous étiez pas un peu vieux avant l'âge, vous ? Ouais, un peu, ouais. Ah, c'est ça, les pépitos un petit côté dans le old thé. school, ouais. Carrément. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Quelle place avait la culture dans votre famille ?
Je pense que c'était une culture essentiellement politique, télévisuelle. À l'époque, par exemple, c'était le grand privilège. Quand tu étais petit, tu pouvais regarder Anne Sinclair. Moi, j'ai adoré. J'ai croisé Anne Sinclair il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai pas osé lui dire que je l'avais admirée, mais j'aime beaucoup cette femme, avec ses interviews. Puis la politique, à l'époque, c'était quelque chose. C'était un truc qui était... Avec 7/7, c'est sûr que ouais. ça avait un certain niveau. Ouais. Donc on regardait la télé. Est-ce qu'on chantait des chansons? Est-ce qu'il y avait de la musique dans la maison? Il y avait un peu de musique. Il y avait surtout à Noël ce qu'on appelle la tradition des pączki, dont j'étais le fan. C'est une spécialité polonaise. C'est des beignets pleins de sucre. Et donc il fallait battre la pâte. Donc très jeune, je battais la pâte parce que j'en mangeais beaucoup. Voilà. Ça, c'est un très très grand souvenir aussi. Okay. Et on se battait avec ma sœur pour... on se battait pas, mais on se chamaillait, ou même avec mon oncle, pour manger le plus de pączki possible. Et vous continuez à en faire à vos enfants? Oui, enfin c'est ma sœur qui a perpétué la tradition. Moi, je suis pas très très bon. Je suis pas très très bon là-dessus. D'accord, ok. Vous aimiez l'école, Green? Comment dire, tardivement, mais j'ai aimé tardivement. C'est-à-dire que moi, il n'y avait que le handball qui m'intéressait très rapidement. J'adorais le sport. Mais bon, quand on vous lit très jeune La promesse de l'aube de Romain Gary, vous comprenez que vous n'avez pas le choix, il faut réussir dans la vie, quoi. Donc il fallait travailler à l'école. Pourquoi est-ce que ce livre a eu un tel retentissement chez vous? Parce que quand vous regardez l'exigence qu'a la mère de Romain Gary dans ce livre, ça vous donne une idée de ce que Maman Larèche avait pour exigence pour son fils aîné. Oui, mais la mère de Roman Cassiou, ou de Romain Gary, qui est son emprunt, elle était folle. Moi, c'est ce que j'aime profondément chez elle. Mais c'est probablement parce qu'elle était folle que Romain Gary a pu devenir Romain Gary. Est-ce que votre mère avait cette folie? Alors, je dirais évidemment pas ça. Et encore, je vais faire attention à ce que je dis publiquement. J'ai envie de rentrer dans des bonnes conditions. Mais disons que ma mère a une conscience assez importante de ce que doit faire ou devait faire son fils. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez souffert de racisme à l'école, Green? Oui, un peu, oui, mais pas plus que d'habitude. Ça vient d'où ce prénom, Green? Green, en fait, c'est un prénom, vous l'avez beaucoup dans les prénoms... ça s'écrit G-R-I-N-E. Oui, vous avez des Ben Green, vous avez des Green, vous avez des... Donc c'est un prénom qui est plutôt algérien, même si étymologiquement, je vais essayer de le prononcer, c'était Grün. Donc c'était plutôt le nom en fait d'un petit oiseau. En tout cas, c'est mon père qui me l'a raconté. Et puis ils n'allaient pas m'appeler ni Mohamed, ni Jean-Pierre, ni Mathieu, ni Antoine, ni je sais pas quoi. Et donc en fait, quand ils ont dit c'est pas mal. Et en fait, ils ont utilisé ce nom qui est plutôt un nom de famille qu'on trouve plutôt en Algérie, derrière Mascara, derrière Oran, en Green, G-R-I-N-E. Voilà. Et votre sœur s'appelle Lila. Bah, Lila, pour le coup, c'était plus... Ouais, c'était plus entre deux. Ouais, c'est plus entre deux. D'accord, ok, très bien. Ouais, c'était mixte. Alors, comment le sport est-il entré dans votre vie? Puisque vous avez donc été handballeur professionnel, c'est vrai. C'est vrai. À quel âge vous avez commencé? J'ai commencé à 11 ans et j'ai arrêté vraiment le haut niveau à 27. Mais qui vous a mis l'eau à la bouche avec ce sport? On tombe pas dans le handball comme ça, c'est pas comme le foot, ça joue pas en cours de récré. Alors, c'est vrai, c'est faux ce que vous dites. C'est vrai dans le sens où c'est pas le sport le plus populaire, où donc vous y allez pas... vous pensez pas quand vous vous levez être joueur de hand. Il se trouve que j'habitais Livry-Gargan. Livry-Gargan est une ville moyenne. Et que le handball a toujours été un sport de ville moyenne, où il y a un petit retentissement national, avec des moyens qui sont somme toute en rapport avec la ville. C'est un sport qui est financé par les collectivités territoriales. J'arrive au Forum des sports, je faisais du basket, bien joué, et je dis, tiens, pour perfectionner mon dribble, ce qui était totalement faux à l'époque, je vais faire du handball. La présidente de l'époque, paix à son âme, Madame Champy, rencontre ma maman, qui lui dit, il est grand, votre fils et tout, il pourrait faire un bon gardien de but. Moi, je voulais absolument pas être gardien, je voulais marquer des buts. Bon, il se trouve qu'il fallait mieux que je sois gardien, ça, on en reparlera. Et donc j'ai commencé le handball comme ça en fait à Livry de manière et puis avec des copains. Donc sans savoir si vous alliez aimer et finalement vous avez adoré. Ouais, et vous avez arrêté le basket. Oui, j'ai arrêté le basket tout de suite. Oui. Qu'est-ce que vous a appris le sport? Quelles sont les valeurs qui ensuite ne vous ont plus jamais quitté? L'humilité. Ouais. Ça m'a donné probablement une capacité à être âpre, à être dur, plus dur encore que ce que j'étais, ce qui était déjà quand même bien. Pourquoi vous étiez vraiment dur? De caractère, oui. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'est pas dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de résister. En fait, le haut niveau, ça vous forge. En fait, vous êtes capable de résister à de nombreux échecs. Et le haut niveau, vous perdez beaucoup plus que vous gagnez. Pour un moment de joie, vous avez des grands moments de désespoir, de solitude, de gros échecs. Je pourrais parler des échecs, Et encore, je pense que j'aurais fait beaucoup mieux si j'avais pas eu l'école. Vous avez plus pleuré vos défaites que vous n'avez fêté vos victoires? Une victoire, c'est normal. C'est la défaite qui est anormale. Ah, là encore? Oui. Vous n'avez pas assez travaillé? Non. C'est de votre faute? Ouais.
J'aurais dû faire mieux. C'est très judéo-chrétien, il ne faut battre sa coupe et tout. Mais je reste persuadé qu'il ne faut pas s'en prendre après les autres. Le coup de c'est l'arbitre, le coup de c'est le terrain. Si tu étais plus fort, tu aurais gagné. Alors pourquoi vous avez arrêté ? J'ai arrêté pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais été le premier joueur. En fait, ma seule particularité, c'est pas tellement mon niveau sportif. J'ai gagné quelques fois le championnat de France chez les jeunes. Ça, c'était bien, dans les équipes dans lesquelles j'étais. Donc ça, c'était plutôt sympa pour ma catégorie d'âge. J'ai joué beaucoup en deuxième division et j'ai fait une saison en première division. J'avais 3 ans de contrat, donc j'aurais pu jouer 3 ans, enfin, en prenant pour hypothèse que le club ne descende pas. Et j'ai arrêté parce que j'ai prêté serment et que j'avais une offre d'un premier cabinet américain qui était quand même assez, je dirais, assez génial pour les moyens déjà, et puis en termes de perspective de carrière. Et donc, quand vous avez un sport qui vous donne, vous gagnez votre vie, qui vous permet de financer une partie, parce que mes parents évidemment y ont contribué, les études, c'est sûr que bon, bah, vous avez un choix à faire, il y a un choix de raison. Voilà. Probablement que j'aurais continué si mes parents avaient eu de quoi, comme disait François Mitterrand. Ou peut-être si vous n'aviez pas eu cette promesse d'embauche d'un gros cabinet américain. Absolument. Parce que donc en parallèle du handball et de ce niveau professionnel, que ce soit en D2 ou en Division 1, il y avait Sciences Po, il y avait le droit, et puis il y a eu le barreau. Oui. Pourquoi vous êtes allé vers Sciences Po, vers le droit ? Pourquoi vous n'avez pas eu envie de bosser dans le sport ou dans En fait, c'est toujours un peu ce même motif. J'avais un deal avec mes parents. Le deal, c'était plus tu fais des bonnes études, plus tu as le droit de faire du sport. Et donc, ça s'auto-nourrissait parce que le sport me rémunérait. Je gagnais quand même plutôt bien ma vie par rapport à l'endroit où j'étais. Ça me permettait de financer mes études, d'aider un peu à gauche et à droite. Et en même temps, d'avoir mon niveau d'études. Donc, j'ai continué les études. Moi, au départ, je voulais faire l'agrégation d'histoire parce que je suis passionné. Tiens donc, ouais. de Churchill, Voilà, de Gaulle. Voilà, exactement, mais pas que, il y a d'autres aussi. Mais la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, tout ça. Mais c'est vrai que j'avais l'ambition de devenir prof d'histoire. Et puis c'est vrai que je suis arrivé en prépa. La première fois que ma mère m'a dit tu vas faire Hippocagne, j'ai demandé si c'était un poisson. Elle m'a dit non, c'est une classe prépa. Vous avez vraiment demandé ça ? Non, je plaisante, c'est une blague. C'est une blague. Non, mais attendez, dites pas ça parce que vous êtes en face de quelqu'un et qui un jour on a demandé ce que c'était que la Macédoine et qui a répondu une salade. Ouais, donc vraiment, je vous demanderais d'avoir un peu de respect pour les gens qui disaient très grosses conneries. Alors j'étais en 6e, j'étais pas en prépa, mais je tiens quand même à le dire. Donc ne dites pas ça. Parce que j'ai cru que tout d'un coup on avait enfin un point commun. Hippocagne, un poisson, Macédoine, une salade. Je me suis dit, un ami quoi. Et donc c'est vrai que j'ai dit, je me revois dire, je vais être nul, comment je vais faire moi, Et puis en fait, contre toute attente, j'ai des bonnes notes. Alors là, c'était un peu surprenant. J'ai pas des mauvaises notes. Et à la fin de l'Hippocagne, j'étais dans une petite prépa, j'étais au Rincy, donc encore en Seine-Saint-Denis. On me dit, ce serait bien que vous alliez à Paris en faire votre cagne. Hors de question. J'étais joueur. Je pouvais pas, ça veut dire que j'arrêtais le vent. Donc j'ai trouvé un truc à raconter à maman en lui disant, non mais tu sais, c'est bien, je vais faire... Et puis, j'ai compris qu'il y avait Sciences Po qui existait. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Au départ, je n'avais aucune idée. Et il y a un prof d'anglais très généreux qui m'a dit que j'aurais jamais Sciences Po. Il n'en fallait pas plus pour vous. Voilà. Et vous avez eu Sciences Po Paris ? Oui. Vous étiez rue Saint-Guillaume ? Oui. Quand vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui, vous en pensez quoi ? Je suis... Alors, évidemment, je vais essayer de ne pas cracher sur l'institution, mais moi, je suis pour un enseignement œcuménique. C'est-à-dire que on peut enseigner différents points de vue, mais je ne suis pas trop fan des enseignements politisés. Donc, là, c'est même plus une question d'enseignement. Là, c'est une prise d'otage à la part de certains élèves. Moi, en tout cas, à mon époque, je veux dire comment ça se passait, c'était, en tout cas, apparemment beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui aimaient un tel, des gens qui n'aimaient pas un tel. On n'interdisait pas l'accès à qui que ce soit à l'école. Il n'y avait aucune restriction. Je pense que les choses vont probablement rentrer dans l'ordre parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a un réseau d'anciens à Sciences Po qui est important, qu'il y a eu des débordements avec un certain nombre d'élèves, on l'a vu là dans l'actualité très très récente, c'est évidemment intolérable. Enfin, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de demi-mesure possible ou de réserve ou de codicile ou d'astérix. En revanche, depuis Descoings, depuis le décès de Descoings, il y a eu plusieurs directeurs. Il y a eu une direction de l'école qui a été, comment dirais-je, sur certains aspects plutôt positifs. Je m'explique, l'internationalisation des cursus. Énorme. Pour des gens qui ont peu de moyens, on les envoie à l'étranger, ils peuvent faire... Et ça date de Descoings, mais ça s'est poursuivi. Donc, Mathias Vichra a continué ce travail. Exactement, c'est une école qui s'est quand même... Donc il y a des choses qui sont très positives. Après, dans les choses qui sont plus négatives, c'est toujours le souci de la nuance, c'est justement
ce côté prise d'otage sur des événements qui sont des événements qui ne sont pas uniquement de la sphère intérieure et de la politique intérieure. Voilà. Vous aimeriez aller enseigner à votre tour à Sciences Po ? L'occasion s'est jamais présentée. Vous leur avez proposé vos services ? Non, je ne l'ai pas fait parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'intervenants de qualité, et puis la journée n'a que 24 heures et j'ai quand même 2-3 trucs sur le feu à gérer. Ouais. Vous avez donc choisi de devenir avocat et d'abord vous avez choisi le droit public. Oui. Alors en fait c'est assez logique, je m'explique. J'avais fait service public à Sciences Po et en faisant en fait du droit public à Sciences Po, j'avais des modules de droit privé et des modules de droit public. Et j'aimais vraiment beaucoup le droit public. Et en fait, c'était l'antichambre pour préparer l'ENA. Finalement, je me suis dit, je vais faire Sciences Po et avocat d'affaires. J'ai rencontré 1 ou 2 avocats très connus. Mais parce que faire l'ENA, au départ, c'était une option ? Ah non, c'était l'option de ma mère. Ah, c'est ça. Elle voyait président de la République ? Non, pas du tout, mais je pense qu'elle s'était dit son Premier ministre pourrait faire. Peut-être pas, mais en tout cas, l'ENA, c'était bien. Pour elle, mais c'est vrai que c'est bien, l'ENA. Oui, c'est bien, mais c'était pas pour moi. Voilà. D'accord, ok. Donc, vous vous êtes dit, ok, j'ai le bon cursus, je vais faire le droit public. Et finalement, vous avez changé de spécialité, puisque là, si je ne dis pas de bêtises, vous avez commencé à vous intéresser au private equity et à la fusion-acquisition. Oui, en fait, c'est très simple. En 2008, il y a la crise de Lehman Brothers. J'avais fait du droit public. Il n'y a plus de fusion-acquisition, il n'y a plus de choses. Et moi, c'était le moment où j'avais encore bien senti les choses, où je voulais absolument faire justement des fusions-acquisitions. En fait, c'est un droit qui est à la fois interactif. Il y a beaucoup d'échanges avec le client. Il faut savoir bien rédiger, parce qu'il y a beaucoup de droits des contrats, donc les clauses doivent être bien rédigées. Alors, c'est vrai qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, on peut... Mais en tout cas, c'était moins développé à cette époque. Il y a quand même un avantage à avoir une belle plume dans le domaine des contrats. Et puis, et pourquoi ? Parce que quand vous rédigez des clauses, est-ce que vraiment les gens vont se dire « Oh, belle plume. Hein. » Non, regarde comment il a tourné l'article 127. Non. Vous avez une façon d'écrire dans vos contrats, non ? Ça dépend à quel stade vous êtes de votre carrière. Si vous êtes associé d'un très grand cabinet et que vous avez des affaires, la clause, c'est juste l'exécution de principes que vous aurez actés dans la chambre, à la table des discussions et en l'occurrence pendant le Teams. Mais si vous êtes du point de vue du collaborateur qui exécute, vous allez avoir la possibilité de vous épanouir, entre guillemets, en tout cas de vous faire plaisir, parce que vous allez avoir le souci de la nuance, vous allez vous poser des questions, de savoir comment fonctionne cette clause, comment elle va vivre, anticiper des éventuels... C'est pas simplement redire ce qu'on s'est dit tous les deux à table. Mais donc vous posez la question du souci de la nuance et vous donnez le plaisir de l'écrire et de la formuler correctement, ça doit prendre 2 fois plus de temps que de simplement remettre noir sur blanc ce qui s'est dit à la table de négociation. Oui. Vous aviez plus d'heures à ce moment-là dans vos journées ? Non, mais vous travaillez plus dur, vous travaillez plus vite, et puis vous essayez aussi, il faut regarder aussi la réalité en face. Dans les cabinets dans lesquels on était, c'était des cabinets où les donneurs d'ordre pouvaient se payer les services d'avocats qui pouvaient passer 10 heures, 12 heures sur 2, 3, 4 pages de clauses, parce que c'était comme ça, c'était des opérations qui nécessitaient des moyens. Ok, très bien. Mais quand vous avez changé de spécialité, passé du droit public à ce droit, on peut appeler ça le droit des sociétés ou juste droit privé c'est du droit des sociétés, mais dans les opérations de fusion-acquisition, et vous aviez raison tout à l'heure de le mentionner, il y a plusieurs composantes. Il ne faut pas être mauvais en droit des sociétés, il faut être bon en droit des contrats, donc c'est vraiment le code civil et donc c'est du droit privé. Il faut avoir des notions pour gérer une opération de A à Z en droit social, pour notamment les consultations, informations des CSE. Il faut avoir des notions en droit de la concurrence pour regarder si l'opération elle est soumise au contrôle des concentrations. Donc il faut avoir une bonne culture générale. Pardon, il ne fallait pas reprendre tout depuis le début, mais pas loin. C'est-à-dire que quand vous avez changé de voie, vous avez quand même dû retravailler 2 fois plus pour vous remettre au niveau de ceux qui étaient déjà là. En fait, j'avais fait un truc qui était de dire, j'ai suivi un double cursus que les gens n'ont pas forcément vu. C'est que j'ai fait mon droit public à Sciences Po et j'ai fait un DEA de droit public à l'époque à Paris 1. Mais en parallèle, j'avais rencontré un prof à Sciences Po qui m'a vachement aidé. J'avais repris en fait des études de droit à Sceaux puis à Dauphine. Donc j'avais fait un cursus de droit privé. Mais vous avez eu donc des journées à un moment qui étaient plus grandes que les nôtres. Oui. C'est ça. Oui. Vous avez fait des journées de... Vous, elles faisaient quoi, 57 heures vos journées ? Non, mais c'était pas 24 heures. D'accord. Pendant 2-3 ans, c'était pas 24 heures. Parce qu'il y avait le hand, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Voilà. Mais vous savez que c'est ça qu'on dit de vous. Les gens que j'ai un peu interrogés à votre sujet avant de vous recevoir m'ont dit c'est un très gros bosseur. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on a l'impression que le travail, pour vous, c'est la première valeur. Je pense parce que en fait, vous avez les qualités que vous avez. Elles sont grandes, elles sont pas grandes. Vous avez des habilités ou pas d'habilités. Vous êtes doué pour des choses. En revanche, avec le travail, vous achetez le droit de jouer. Vous pouvez réussir ou vous pouvez échouer, c'est ce que je disais au début. Mais si vous travaillez dur, en fait, je pense que rien n'est impossible.
Vous, ce que vous voulez montrer, c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre. Non, aucun. C'est que vous faites, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Mm. C'est juste une question de volonté, c'est juste une question de combien on met d'heures dans sa journée, quoi. Combien on met d'applications, combien on met d'implications personnelles. Il n'y a aucun plafond de verre. Je déteste l'excuse j'allais dire de minorité, mais c'est pas le bon terme. Je n'aime pas l'excuse sur les déterminismes. Voilà. J'aime pas Marx. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que certains n'aient pas la même niaque que vous ? Oui, mais alors à ce moment-là, il faut être aussi très rigoureux intellectuellement. C'est pas un problème. Il faut pas qu'il y ait 25 greens dans un cabinet. Je pense que ce serait compliqué. Mais en revanche, il faut pas après s'étonner. Quand on a des rêves, il faut se donner les moyens. Je sais plus, c'est Jean-Marc Mormec qui disait, qu'il est l'ancien champion du monde de boxe, qui disait il faut pas vivre ses rêves. Non, il faut vivre ses rêves. Il faut pas rêver sa vie. Voilà, je cherchais le parfait. C'est exactement ça. Et je trouve qu'il a 100% raison. 100%. Vous regrettez rien ? Non. Non, absolument rien. Vous avez eu le temps de flirter quand vous étiez adolescent ? Ou quand vous étiez étudiant ? Bon, je sais pas si ça. Vous avez eu le temps de rigoler ? Vous avez eu le temps de sortir avec vos copains ? Mais bien sûr, rigoler, bien sûr. Bien sûr, le sport, par exemple, vous sortez beaucoup. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier d'avocat, Green ? La diversité des gens, la diversité des situations, la diversité des cas. Rien n'est jamais identique. Le matin, on se lève, on sait qu'on a des rendez-vous, mais évidemment, il y a la conduite des projets pour acheter une entreprise, pour vendre une entreprise, pour réorganiser un groupe, pour négocier, par exemple, ce qu'on appelle un certain nombre d'éléments financiers qui constituent le package de certains grands dirigeants. Mais rien n'est écrit à l'avance, donc il faut tout le temps se remettre un petit peu en question. Et c'est quoi la suite ? Où est-ce que vous l'êtes dans 10 ans ? Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai un âge assez avancé maintenant, ça y est, je suis 46. Donc voilà, arrêtez de faire la jeune fille, à 46, très bien. 46. Dans 10 ans, vous voulez être où ? Écoutez, moi je veux continuer à progresser avec mon équipe, faire grandir les gens qui m'ont fait confiance. C'est-à-dire que souvent on a une vision, on regarde ceux qui vous ont aidé au-dessus, c'est-à-dire que ceux qui sont plus âgés. Mais moi je regarde ceux qui m'ont fait confiance et qui ont travaillé avec moi, donc arriver à faire en sorte que ce soit des avocats de plein exercice, épanouis. Continuer à faire des dossiers sympas, ça c'est sur le volet professionnel. Et puis après, de manière plus générale, avoir une vie épanouie, c'est-à-dire profiter des amis, de la famille, au sens très large du terme. Voilà. Très bien. La parole est aussi au cœur de votre engagement. La parole et l'écrit, vous le disiez. Et à force d'écrire des clauses sur des contrats, un jour vous vous êtes dit, tiens, si j'écrivais plus de lignes que ça, si je trouvais encore le temps d'écrire un livre, c'est ce que vous avez fait, ça s'appelle Passeport pour l'espoir. Et c'est un livre qui commence un peu comme un coup de gueule. Racontez-moi ce livre. Ce livre, s'il vous plaît, maître. Non, mais il est parti, mais alors ça date un peu. Vous dites que ça a commencé lors de la première élection de Macron, non ? Ouais, c'était juste même un peu avant. Et je m'étais dit... il faut peut-être que j'essaye de donner un petit peu de ce que j'ai de l'école. Enfin, l'école m'a apporté, enfin, le parcours de manière générale, même si on se pose toujours la question de est-ce qu'on est légitime parce qu'on n'a pas de mandat, parce qu'on n'a pas de fonction politique, parce qu'on est encore en construction soi-même dans sa carrière professionnelle. Et je m'étais dit, tiens, je vais écrire. Voilà, c'était une petite tentative. Et je me suis dit, voilà, plusieurs choses. Il y a très peu de gens qui essayent d'avoir un avis objectif sur les situations. Comment je peux essayer d'objectiver un avis sur pas mal de problèmes de société ? Il y en a plein qui sont évoqués dans le livre. J'ai utilisé cette double culture, parce que cette double culture apporte des valeurs de modération. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais et c'est comme ça, en fait, j'ai examiné plusieurs problèmes. C'était l'éducation, c'était par exemple, je trouve dommage que la religion catholique, les catholiques soient pas suffisamment fiers de leur religion, par exemple. Pourquoi vous le dites à demi-mot ? Non, mais parce que je cherchais en fait les différents items. Non, mais c'est intéressant ça de dire pourquoi les catholiques ne sont-ils pas aussi fiers de leur religion ? Est-ce que c'est pas simplement qu'ils n'ont pas besoin de le créer sous tous les toits et que la religion catholique qui a été prosélyte longtemps ne l'est plus aujourd'hui ? En tout cas, elle est moins. Elle est beaucoup moins. Et je trouve en fait en France qu'on a été et ça c'est vraiment un prisme totalement personnel. On a confondu la laïcité et l'anti-religieux. C'est-à-dire que moi, je considère que les trois religions du livre sont admirables. Il y a plein d'ailleurs de points communs. Ce sont les religions monothéistes du livre. Mais dès qu'on est religieux, c'est comme si on allait nier le caractère laïque. C'est totalement faux. C'est pas ça le sujet.
Le sujet sur la laïcité, c'était la neutralité du service public. Et le débat a glissé, débat public. Je dirais, tout doucement, mais sûrement. Et donc pour les catholiques, par exemple, moi je trouve que le message de paix universelle, le message d'amour, on n'entend pas trop. Est-ce qu'on leur laisse suffisamment la place ? Je crois pas. Je crois pas. Mais c'est valable pour... Je vais parler de ce que je connais. C'est aussi valable pour un certain nombre de gens qui sont extrêmement modérés dans l'islam. Et qu'on n'entend pas beaucoup. Non, on les entend pas. Et à mon avis, il y a 2 raisons à ça. C'est que je pense pas qu'on puisse parler de communauté liée à l'islam, parce que c'est pas organisé de manière pyramidale avec un pape, des évêques. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a pas d'autorité. Il y a un grand imam de France, non ? Oui, il y a un grand imam de France, mais ça n'a pas la même vocation. Il y a la Mecque. Il y a quand même des endroits. Oui, il y a des endroits, il y a des gens. Il y a des endroits, il y a des gens, mais il n'y a pas cette organisation dans en français, la communauté des croyants. Il n'y a pas cet historique dans l'organisation. Donc c'est assez décentralisé. Même si, par exemple, Sarkozy avait mis en place l'organisation. Il avait mis en place une organisation. Mais juste pour revenir là-dessus, je pense vraiment qu'il y a un petit message de tolérance, de paix et d'humanité et de fraternité qui est assez commun aux 3 religions. Mais attendez, pourquoi est-ce que les musulmans modérés de France ne prennent pas plus la parole, selon vous ? Pourquoi est-ce que là, on ne les entend pas au moment même où on a le plus besoin de les entendre ? Alors moi, je pense très sincèrement qu'on ne leur donne pas tellement la parole. Et pour ceux qui pourraient la prendre, certains ne souhaitent pas la prendre, de peur d'être, comme on est bipolarisé entre le camp du bien et le camp des mauvais, ou le camp des vrais et le camp des faux. Il n'y a aucune personne qui voudra prendre son bâton de pèlerin pour s'exposer individuellement et dire un certain nombre de choses. Vous trouvez qu'on ne leur donne pas la parole, mais à quel moment est-ce qu'on devrait leur donner la parole ? À partir du moment où ce sont des citoyens français comme vous et moi, la parole, on a le droit aujourd'hui en France de la prendre quand on veut, on a le droit de descendre dans la rue pour manifester notre soutien à la République. C'est hyper intéressant. En fait, je ne pense pas qu'on donne la parole à des gens parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont catholiques. Nous, en tant que Français, on a le droit de prendre la parole. On donne la parole à des citoyens. Et il se trouve que, de manière accessoire, ils sont juifs, ils sont musulmans, ils sont catholiques. Mais quand, par exemple, on interviewe les gens et qu'on interviewe toujours les mêmes personnes sur des médias de grande audience, sur des médias dont on connaît, si je puis dire, l'actionnariat, il ne faut pas s'étonner qu'on ait après une représentation un peu tronquée de la réalité. Vous pouvez pas dire ça, parce qu'en France, on a 2 types de médias aujourd'hui qui se dégagent très fortement. On a ceux qui sont vraiment à gauche, et on a ceux qui sont, et je sais très bien ce à quoi vous faisiez référence, c'était CNews, Europe 1, etc., portés par Bolloré et par des animateurs comme Pascal Praud, ok. Mais de l'autre côté, vous avez aussi France Inter, de l'autre côté, vous avez aussi France Télé. On peut pas dire France Inter et de France Télé qu'ils soient pas particulièrement... Il faut regarder aussi l'amplitude, j'allais dire la médiamétrie, c'est-à-dire... la médiamétrie de France Inter écrase largement CNews et Europe 1, mais genre d'une poignée de main. Ouais. Donc non, ça c'est pas vrai. On a les deux. Non, la vraie question, c'est par exemple vous, Green, est-ce que vous allez prendre la parole ? Est-ce que vous allez manifester parfois ? Est-ce que vous, en tant que musulman et catholique de France, parfois vous en avez aussi un peu marre et vous avez envie de demander est-ce que ça s'arrête ? Moi, je pense que le meilleur exemple, je vais répondre assez directement, le meilleur exemple, c'est la réussite sociale. C'est pas d'aller faire le guignol et d'aller dire je pense que, parce que tu représentes que toi-même. Donc en fait, c'est les exemples de réussite. Si tu réussis bien, en fait, les gens auront une bonne image de ce que tu es. Parce que les gens aiment les étiquettes. Donc on aime bien vous mettre dans une case. Ah, lui, il est mexicain. Ah, elle est brésilienne. Donc si tu es comment dirais-je, respectueux d'un certain nombre de règles, que tu travailles bien, que tu fais ton travail, il n'y a pas besoin d'aller agiter des pancartes. Il y a juste besoin de travailler, de bien payer ses impôts, d'être un bon citoyen, d'aller voter. Ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et qui vont pas voter. Le reste, pour moi, j'ai envie de dire, c'est pas si efficace. J'ai eu des discussions avec pas mal d'hommes qui ont bien réussi, et de femmes d'ailleurs, du reste, d'origine maghrébine. Et vous regarderez, ceux qui réussissent le mieux, vous les entendez pratiquement jamais, vous les entendez pas dans les médias. Parce qu'ils ont probablement le même constat que moi. Le même constat qui consiste à dire,
déjà, être étiqueté, c'est déjà un problème en tant que tel. Moi, je suis français. Je suis toujours estomaqué, par exemple, même quand je vais aux États-Unis, il faut que je remplisse un questionnaire color, machin, quand on faisait les application forms pour les universités aux États-Unis. Ça n'existe pas en France. Il n'y a pas de statistiques ethniques. On ne choisit pas ça. On est français, on est originaire. Oui, mais c'est très intéressant que vous disiez ça, parce qu'effectivement, on est français, moi aussi je suis française, et moi aussi je suis régulièrement ramenée à autre chose qu'au fait que je sois française. Mais c'est très intéressant que vous disiez ça, on est français et on est assez content d'être français, vous et moi. On a eu la chance de faire des études, on a la chance d'avoir des enfants soignés à l'hôpital quand on en a besoin, Absolument. on a la chance de cotiser pour une sécurité sociale. Nous, on est content d'être français, et on peut le dire. Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où la République serait contente de nous entendre le dire qu'on en a marre aussi de ceux qui ne sont pas contents, qui détruisent tout, oui, mais pourquoi... qui violent, qui violentent, qui agressent? Mais pourquoi? Moi, j'ai une question, parce que si on parle, c'est assez café du commerce, mais... moi, c'est pas café du commerce. Non, justement. Mais je suis frappé par ça, précisément. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ce qui ne va pas. On ne parle que des éléments de délinquance. On ne parle que de la composition de la population carcérale. On ne parle que des grands faits divers. De quoi vous voulez qu'on parle d'autre? Moi, je sais pas, par exemple... Des trains qui arrivent à l'heure? Non, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on parle, par exemple... des jeunes femmes qui réussissent dans les quartiers, qui font des études supérieures. Moi, j'aimerais qu'on parle, alors je parle de mon métier parce que je connais mieux les avocats, du nombre d'avocats de filles issues, et quand je dis de l'immigration, je parle pas que des pays du Maghreb, je parle également d'Afrique noire qui ont des carrières magnifiques, qui sont en train de réussir. Mais alors c'est à vous de le faire, soyez leur porte-parole, présentez-les nous, ces filles. Mais moi, j'adorerais les rencontrer. Moi, je pense que là-dessus, c'est assez simple. Mais quand je dis c'est à vous, je dis c'est à vous en tant qu'avocat. Non, mais en tant qu'avocat, c'est à vous les avocats de mettre en avant vos confrères et vos consoeurs. Mais c'est déjà le cas, par exemple, dans nombreux. Si vous regardez, je parlais encore une fois de mon industrie qui sont les cabinets d'avocats. Vous voyez les programmes qu'il y a en interne. Alors c'est très anglo-saxon, c'est moins français, parce que forcément, vous êtes au départ, pour pouvoir mettre en avant un parcours de mérite, ils ont besoin d'une forme d'étiquetage. C'est Goffman. Non, mais bien sûr, je connais bien. On avait reçu ici Lionel Scotto qui nous avait raconté comment il a été pris en charge, entre guillemets, par un gros cabinet anglo-saxon. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que c'est un modèle qui est un peu différent. En revanche, on voit bien en fait une progression. Et je pense qu'il y a toujours un décalage entre la perception et la réalité. Et là, la réalité, c'est qu'on a une société qui est multiple, qui va profondément, dans les 20 prochaines années, du fait des départs en retraite, et puis du vieillissement, notamment de la génération du baby-boom, où le changement est en marche. Et le changement est en marche de manière drastique. La France des années, on va dire, 2050, quand on regarde un peu les évolutions démographiques, toutes ces problématiques d'intégration, moi je suis assez optimiste en fait. Ah ouais? Je suis assez optimiste. Ouais. Vous faites plaisir. Ouais, je suis assez optimiste parce que vous aurez des hommes politiques, des différentes issues de différents courants de l'immigration, et d'ailleurs pas que de l'Afrique subsaharienne. Vous aurez des gens des pays d'Europe de l'Est. Il y a plein de gens qui viennent en France, parce que la France attire encore. Je sais très bien qu'on raconte qu'il y a le déclin de la France, qu'il y a pas mal de choses qui vont pas. Moi, je vous dis, il y a quand même pas mal de choses qui vont bien pour voyager souvent, quoi. Eh tant mieux, puisque vous êtes père de famille, donc ça veut dire que vous continuez à dire à vos enfants de rester en France. Vous avez combien d'enfants, Graine? J'en ai 3. Quel âge ont-ils? 16, 13 et 6. Garçon, fille? Garçon, fille, garçon. Garçon, fille, garçon. Est-ce que vous élevez vos filles comme vous élevez votre garçon? Absolument. Aucune différence? Non, aucune. Elles n'ont jamais eu le droit d'entendre une phrase un tout petit peu old school? Non, pas du tout. Vous promettez, je le vérifierai. Promis. Sur quoi vous n'avez pas transigé en tant que père avec eux? La politesse. On y revient. La ponctualité. Ouais. La discipline. C'est facile pour vous d'être père? C'est plus facile en vieillissant. C'est plus dur quand on est plus jeune, je pense. Vous avez eu votre aîné, vous aviez 30 ans. 29. Ouais. Vous avez vraiment essayé de jouer sur le détail. N'importe quoi. Ok, très bien. Est-ce que vous avez peur pour eux? Est-ce que vous avez peur pour elle, notamment pour votre fille aînée de 16 ans? Je dirais que je suis légitimement concerné. Et c'est une traduction de l'anglicisme. En fait, je suis légitimement préoccupé. C'est-à-dire que je fais quand même attention dans la société dans laquelle elle est, à ce qu'il n'y ait pas... Disons que je l'éduque au comportement... Et votre fils, vous l'élevez aussi? Ouais, mais c'est encore plus dur, je pense. Parce qu'en fait, c'est très difficile d'être un homme aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui. Parce que vous avez le versant, et on va revenir encore à la nuance, MeToo. Je parlais de MeToo, là, je parle du mouvement culturel MeToo. C'est l'influence. Évidemment, il faut, ça c'est la règle, dénoncer tout ce qui est forme de harcèlement, de comportement déplacé vis-à-vis des femmes. C'est la règle. Mais vous avez
le retour de balancier, la paralysie, la peur du garçon d'aller voir une fille en se disant si c'est mal interprété, alors qu'au départ l'objectif il est plus que louable, il est même j'allais dire de salut public. Il est même souhaitable. Il est Ouais. au-delà de souhaitable. D'ailleurs, c'est juste, moi je trouve que c'est normal de bien se comporter, c'est même pas, c'est juste normal. Mais la contrepartie de ça, c'est que vous avez par exemple aux États-Unis, quand vous avez une date avec il faut avoir des textos. Bien sûr, et puis on va signer quelque chose pour dire qu'on est toujours d'accord. Voilà. Et à chaque fois qu'il va nous toucher le bras, il va nous demander si on est encore d'accord pour qu'il nous touche au bras. Ok, ça je suis d'accord avec vous. Il a quel âge votre fils, rappelez-moi, 13 ans 16. 16. Ah oui, mais votre fille a quel âge 13. Ah oui, c'est ça. Votre fils est né, en fait. Oui. D'accord, ok. Donc oui, on sait que pour cette génération-là, c'est très, très compliqué, qu'ils ont beaucoup moins de rapports physiques, de drague, etc., qu'on en avait à leur âge. Et puis il y a l'influence des réseaux sociaux aussi. C'est ça qui est quand même un peu... Ça, c'est encore autre chose. Les filtres et la pornographie qui fait qu'ils ont toujours l'impression d'être moches et de ne pas être très performants. Ok. Ceci dit, être un jeune garçon aujourd'hui, c'est aussi un danger. On le voit. Les jeunes garçons qui se font agresser, tabasser, etc. Il n'y a pas besoin d'être une fille pour se faire emmerder. Est-ce que vous avez peur pour lui aussi le soir quand il sort ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je lui ai dit plusieurs choses. Je lui ai dit, écoute, parce que surtout, plus à l'âge de 16-17 ans, on a envie de montrer qu'on est brave, qu'on est courageux. C'est quand même très con de vouloir montrer qu'on est courageux pour un portable, quoi. Voilà. Donc, Sauf que mais il y a aussi des questions d'ego, il y a aussi des questions d'éducation, il y a aussi des... Donc moi, le conseil que je lui dis, c'est d'essayer d'éviter le plus possible les embrouilles. C'est aussi simple que ça. Que le matériel, tout se rachète. Ça ne veut pas dire que je lui dis de fuir. C'est pas du tout ça. Mais je lui dis d'essayer d'éviter et d'anticiper, en fait. De ne pas se retrouver dans des situations où, voilà. Et quand il ne peut pas, il faut qu'il se défende. Voilà, c'est tout. Et il vous parle de ses rapports aux filles ? Un peu, mais ça fait partie des... Je lui donne un certain nombre de conseils d'une discussion père-fils, mais je reste son père. Je ne suis pas son copain. Ça, c'est important, ça. On est chacun... Et c'est la même chose avec mon père. On est un peu old school là-dessus. Ouais, moi aussi, je leur dis ça. Je pense qu'il faut mettre un peu de distance. C'est une phrase un peu old school. Je suis pas ta copine. Ok, je suis ta mère. Ouais. Ça, c'est une petite phrase old school. Ouais, c'est vrai. Celle-là. C'est vrai. C'est quoi le dernier moment, le plus récent, là, où vous vous êtes senti pleinement être un homme, Greenley ? Quand j'ai perdu mon combat de boxe. Je pense que je voulais gagner. J'avais gagné le premier par KO. Le second, j'ai perdu. Et j'ai perdu parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas été... Comme d'hab, vous aviez pas assez bossé. J'avais 3 semaines et demie de préparation, t'en avais 6 mois, donc c'est vrai que c'était plus... Mais c'est pas une excuse, c'était pas bien. Mais j'étais quand même assez fier de moi parce que c'était un adversaire qui était, même si j'aime pas trop le reconnaître, qui était normalement sur le papier beaucoup plus fort, et puis ça s'est joué à pas grand-chose, donc voilà. Une injustice qui vous rend fou ? Tu me donnes ta parole d'honneur de faire quelque chose, tu me regardes les yeux dans les yeux, et tu me mens éperdument. Et je sais que tu mens. Et je vais rien te dire parce que je vais attendre d'avoir la matérialité de la preuve. Ça, j'aime pas ça. Je dirais pas grand-chose, mais c'est pire, je serais très déçu. Un geste que vous admirez chez d'autres hommes ? Un geste ou une façon de faire, une attitude ? Un fils qui met la main sur l'épaule de sa maman, qui lui remet qui l'aide quand elle est âgée, ou probablement un amoureux qui tient la main à son amoureuse dans la rue. Vous tenez pas la main, ça fait pas partie de votre culture ? Non. On faisait pas ça chez vous ? Non. Ok. Une chanson qui vous accompagne depuis longtemps ? J'ai pas de chanson parce que j'ai découvert Spotify il y a 2 ans, donc c'est pour me donner un peu le niveau. Et donc j'ai plein de tubes que j'écoute, mais non, j'en ai pas comme ça qui me viennent. Non, j'en ai pas comme ça, je suis désolé. Si c'était à refaire, Green, vous referiez toutes les mêmes façons ? Presque tout. Est-ce que quelqu'un vous manque ? Oui. Qui ? Ma tante Maria, la grande sœur de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre table de nuit ? Des livres. Pour quel défaut chez les autres avez-vous le plus de tendresse ? La gourmandise. Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver un jour le plus tard possible, bien sûr ? Je t'attendais. Merci beaucoup, Green, d'être venu nous voir dans Tant qu'il y aura des hommes. Je vous laisse les mots de la fin, évidemment. Alors, vous complétez cette phrase. Tant qu'il y aura des hommes. Nous serons heureux. Merci, Green. À très bientôt et portez-vous bien. À très bientôt. Tant qu'il y aura des hommes.